On ne pouvait pas parler de Star Wars et l'univers de George Lucas et parler de cette licence sans évoquer les jeux qui tournent autour de cette licence Star Wars. Vous avez sûrement dû entendre parler d'un Monopoly Star Wars, mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres jeux et c'est ce dont je vous propose de discuter avec José Chave. Bonjour José. Bonjour. Vous travaillez au sein de Asmodée, Mhm. Asmodée qui détient pour la grande majorité, je crois, la licence Star Wars. On va peut-être expliquer ce que c'est qu'une licence pour Bien sûr. fabriquer des jeux. Mais tout d'abord, j'aimerais que vous me parliez de votre rôle au sein d'Asmodée et qu'est-ce qu'Asmodée? Alors, Asmodée, c'est une entreprise qui a un petit peu plus de 20 ans maintenant, qui a débuté en 95, qui a grandi grâce aux jeux de rôle, puisqu'à la base c'était une société qui s'appelait Cyros Productions, donc qui fabriquait, éditait du jeu de rôle, qui est passé sur l'édition de jeux de société, donc avec des grands classiques comme Elixir. Alors là, euh, nous c'est le jeu qu'on utilisait avant nos parties de jeux de rôle, donc pour le coup, moi je suis un enfant d'Asmodée dans le sens où déjà jeune, j'étais utilisateur, consommateur, et donc l'entreprise a grandi, en particulier avec Pokémon, qu'elle a distribué en France, grandi au point de devenir donc maintenant un acteur majeur du secteur du jeu de société, hein. Je pense qu'on peut dire la plus grosse entreprise sur le jeu de société. Alors bon, évidemment, on a des mastodontes en face comme Hasbro, qui eux sont plus spécialisés jouets. Mais donc voilà, on est sur ce segment-là. Et effectivement, il y a 3 ans maintenant, avec l'acquisition de Fantasy Flight Games, euh, nous sommes nous sommes rentrés un peu dans l'univers Star Wars. Donc jusque-là, on était plutôt spectateur. Là, on est devenu vraiment acteur de cet univers entre guillemets parce que au-delà du merchandising, les jeux Star Wars effectivement sont plus que un jeu sur lequel on a collé Star Wars pour le plaisir de mettre le visage de Darth Vader. Mais ça, on va en discuter. Enfin, voilà, je vous décrirai un petit peu les très nombreux jeux auxquels il faut jouer absolument parce qu'il y a des pépites ludiques incroyables. Et donc sinon, mon rôle au sein d'Asmodée, moi je suis en charge du marketing core. Donc le core dans notre société, qui est donc une société de distribution de jeux de société, nous on est axé sur 3 axes, qui sont le marché core, qui sont les boutiques hyper spécialisées, donc la petite boutique de jeux de société qu'il y a dans votre rue, dans votre quartier, dans votre ville. On a ensuite le GSS, qui est la grande surface spécialisée, donc ça va être les jouets clubs, les Fnac, Cultura, ce genre de boutique-là, de chaîne-là. Et donc le troisième axe, c'est les grandes surfaces alimentaires qui sont les GSA, où là on a évidemment beaucoup moins de titres, mais des titres très pointus, bah, évidemment les Pokémon, les Double, qui sont un peu les fers de lance de notre industrie, quoi, en tout cas de notre société. Une licence Star Wars, pour avoir été confronté à un moment donné à vouloir parler de Star Wars, on peut pas faire n'importe quoi avec, hein. Alors non, c'est extrêmement précis, on a un cahier des charges qui est très très fort. Alors nous, on le ressent en tant que distributeur, mais en fait, le cahier des charges commence déjà bien avant. C'est-à-dire que Fantasy Flight Games, qui est notre éditeur en charge de cette propriété intellectuelle, lui, quand il crée les jeux, il a déjà des contraintes très fortes sur l'utilisation de la propriété en tant que telle, c'est-à-dire certains personnages, certains visuels, des règles de jeu qu'ils ne peuvent pas forcément utiliser en fonction de ce qu'ils veulent faire comme jeu parce que c'est une grille très très ferme. Euh, c'est comme la propriété intellectuelle en tant que telle. Tu vois, c'est très découpé. Les propriétés intellectuelles sont découpées en secteurs. C'est-à-dire que quand tu achètes, puisque tu achètes une propriété intellectuelle, tu as des sections
on va dire, de cette propriété que tu achètes. Tu vas acheter par exemple Star Wars jeu de figurines. Tu ne peux pas, à partir du moment où tu as cette licence, la licence Star Wars jeu de figurines, tu ne peux pas décider du jour au lendemain que tu vas faire, par exemple, des figurines de type buste, comme on en voit beaucoup, parce que ça n'est pas la même licence. Donc tout ça est très découpé, et donc pour revenir dans le cas de Fantasy Flight Games, eux ils ont la licence jeu de société Star Wars, et sur cette licence, donc ils ont déjà un travail très très fort qui est d'adapter leur jeu à la licence. Alors évidemment il y a énormément d'allers-retours entre Fantasy Flight Games et Lucas pour arriver à trouver des points d'accord, parce qu'évidemment c'est beaucoup de négociations. Et ensuite, une fois que le jeu il est fait, que tous les visuels, tout l'univers graphique rentre bien dans le canon de ce que ta licence impose. Ensuite, nous, en tant que distributeur, on a aussi d'autres contraintes qui vont être la manière dont on vend le jeu. Par vendre, j'entends communiquer auprès de nos clients. Parce que nous, en tant que distributeurs, nos clients, ce ne sont pas les consommateurs, ce ne sont pas les joueurs. Nos clients, ce sont les boutiques. Et en fait, vis-à-vis des boutiques, nous devons avoir une communication qui rentre aussi dans les critères de la licence. Donc on ne peut pas utiliser certaines images comme on veut. On ne peut pas créer, par exemple, les visuels qu'on veut. Un exemple typique, c'est que si on veut utiliser, par exemple, une affiche avec Kylo et Vador, évidemment, hein, la paternité, enfin le lien qui unit ces deux personnages, autant dans l'histoire que dans le physique et dans le costume, donc qui peut être une image assez forte. Si on veut le faire, on va devoir le remonter à notre éditeur, à notre studio en l'occurrence, qui lui devra remonter à Lucas. Donc qui dit Lucas dit Disney, hein, puisque maintenant c'est Disney qui chapeaute. Et ensuite ça redescend. Donc il y a tout un échange comme ça qui peut prendre assez longtemps, parce qu'évidemment on n'est pas sur les mêmes timings. Donc il faut prévoir tout ça très 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 en amont pour arriver à coordonner en fait toi tes efforts pour placer le produit sur une campagne particulière et avoir des visuels assez forts assez en amont pour lancer la campagne du produit. Ça implique pour la sortie d'un jeu, quand vous faites on va en parler dans quelques minutes de Star Wars Légion, hein, qui est sorti fin mars là. Ça implique énormément de travail, comme vous dites, en amont, longtemps en avant, parce que avant la sortie, il y a déjà de la communication pour dire attention, le jeu va arriver, préparez-vous. Et ça veut dire que les équipes qui sont en train de préparer le jeu, ça peut des fois être en années que ça se compte, la préparation d'un jeu. Ouais, on parle effectivement d'années. Alors d'autant plus que là, dans le cas de Fantasy Flight Games, c'est un partenariat qui est historique avec LucasArts. Ça fait très longtemps qu'ils travaillent ensemble sur la licence Star Wars. Donc oui, il y a des projets de jeux qui sont lancés très 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 en amont. Sur le visuel, on a cette chance avec Star Wars que l'univers graphique de Star Wars il est extrêmement riche. Donc tu peux aller très librement sur énormément de matière, parce que beaucoup d'illustrateurs ont travaillé dessus. Donc on est vraiment sur quelque chose je disais extrêmement riche, quoi. On a une matière incroyable dans laquelle piocher en année, effectivement, parce que dans le cas de Légion, alors Légion ça fait un moment, j'aurais du mal à te situer exactement depuis combien de temps, en tout cas quand exactement a commencé le processus sur Légion, mais il y a tout un historique, parce que Légion à la base, il y a eu déjà en fait un premier développement entre guillemets de ce jeu qui serait Imperial Assault, si tu veux, qui est un petit peu le père symbolique de Légion, qui est un jeu à la fois scénario et escarmouche, donc jeu de figurines avec plateau, puis
en fait, ils ont raffiné le modèle et ils sont allés un petit peu plus loin parce que jusque-là, le jeu de figurines sur Star Wars, c'était plutôt X-Wing, qui était un jeu de vaisseau et vraiment un jeu de combat très rapide et nerveux. En parallèle, ils ont développé Armada, qui est pour le coup un jeu de vaisseau, mais de grosses flottes de vaisseaux. Et l'idée, c'était d'aller vraiment vers quelque chose de beaucoup plus grande bataille épique, comme la deuxième trilogie de Star Wars en propose. Donc sur les guerres des clones et voilà ce genre d'imaginaire-là. Et ça, alors je te dis le moment où ils ont commencé à travailler dessus, c'est très difficile à dire, mais c'est effectivement au moins 2 voire 3 ans, et c'est un minimum, parce que tu vas avoir un premier travail de regroupement de règles et de direction, de dire ok, voilà ce que je veux faire avec le jeu, voilà dans quelle direction je pars, et ensuite aller chercher le maximum de mécanique déjà pour réunir tout ça, et ensuite d'aller chercher dans ton univers graphique, d'aller chercher ce qui t'intéresse pour réunir et créer vraiment un univers. Parce qu'évidemment, en fonction de ce que tu vas utiliser, tu vas donner une couleur à ton jeu qui n'est pas du tout la même. Donc c'est un travail qui est assez précis, assez long, et encore une fois que tu as trouvé ça, que tu as trouvé vraiment ton fil, ta trame graphique, là il y a beaucoup de choses qui vont être retoquées, parce que sur certaines images que tu vas utiliser, tu ne pourras pas les accoler à certaines autres, parce que les illustrateurs sont différents. Ça vient de, par exemple, les BD Star Wars ou l'univers rebelle, donc qui sont autant de parties du grand tout, mais qui ne vont pas forcément ensemble tel que la licence est construite. Donc là, tu as un vrai travail de domino et de Lego à faire pour tout faire correspondre, et en plus que ça corresponde à ton jeu. Donc, je pense que parfois il y a eu des vrais arrachages de cheveux autour de simples images, hein. Ça a l'air de rien, mais une couverture, et en particulier une couverture Star Wars, c'est du travail d'orfèvre entre les licences légales, la manière dont les personnages apparaissent dans ton image, exactement comme une affiche de film en fait. Une affiche de film, c'est un énorme travail. On n'a pas l'impression comme ça, mais il y a énormément de travail de positionnement, de la façon dont le réalisateur veut montrer son film. Donc lui, il aura des données qui seraient plus de l'ordre de l'éditorial, qui seraient vraiment de l'ordre de son œuvre, mais en même temps tu vas avoir des données marketing qui rentrent en jeu, tu vas avoir des données légales qui rentrent en jeu, parce qu'il y a tout un tas de mentions qui doivent apparaître sur ces affiches. Tu vas avoir évidemment la marque entre guillemets qu'il a, et la licence Star Wars, qui elle a des canons imposés de voilà comment un titre doit apparaître sur l'image, à quel endroit de l'image il doit apparaître, comment articuler les personnages autour de ce titre, etc. Donc tu vois, tu as tout un ensemble de modules qui font que de fait, tu ne peux pas aller vite quand tu travailles sur de la licence. C'est compliqué. Alors c'est compliqué, mais c'est extrêmement riche, parce qu'évidemment, tu fais partie d'un grand tout. Tu fais vraiment partie de l'univers Star Wars, et tu viens apporter une petite pierre à l'édifice. Et ça, c'est extrêmement excitant, parce que bon, maintenant Star Wars, c'est transgénérationnel au possible. On n'a plus de cette catégorisation. Quand c'est arrivé en 77, Star Wars, c'était un peu les ados, les préadultes entre guillemets, les jeunes adultes. Et puis c'est petit à petit rentré dans un peu le cortex cérébral, hein, de nous tous, quoi. Et là maintenant, on emmène nos enfants voir Star Wars, on fait jouer des jeux Star Wars à nos enfants, donc il y a vraiment un côté très transgénérationnel, quoi. Ça fait partie de notre culture à tous maintenant. Il y a quelque chose de très fondamental là-dedans, et le fait d'être une toute petite partie de cet univers, c'est extrêmement puissant. Enfin, nous en tout cas, c'est quelque chose qui nous plaît énormément. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'on fait pas n'importe quoi avec Star Wars, parce que comme vous disiez, il y a des choses à respecter, il y a une histoire à respecter, on peut pas mélanger tous les personnages parce qu'ils appartiennent
n'apparaissent pas au même moment dans l'histoire, et que ce soit les films, les dessins animés, la littérature, les comics, tout cela est bien géré en amont pour que les personnages ne se télescopent pas et qu'on sache que tel personnage va bien avec tel canon et pas avec tel autre. Ou alors, s'il se télescope, il faut que ce soit voulu. Par exemple, là, on a un petit jeu, moi j'adore ce petit jeu-là, qui est Star Wars Destiny. Alors je dis petit jeu parce que c'est tu as un paquet de cartes et un paquet de dés et ça tient dans une petite boîte. Euh, et en fait, c'est un jeu où tu peux faire des duos ou des trios de héros de l'univers Star Wars, mais toute époque confondue. Et là, c'est extrêmement intéressant et riche, encore une fois, parce que justement, tu dépasses complètement le cadre de ta trame, mais là, c'est voulu par le jeu en tant que tel, et tu peux faire jouer en même temps, je reviens sur cet exemple parce que j'aime bien cette équipe, Kylo Ren et Vador dans une même équipe, euh, ensemble contre, je ne sais pas, Leia et Padmé par exemple. Et là, par contre, à partir du moment où c'est porté par le jeu, ça devient possible. Mais là encore, il y a tout un travail à faire euh, pour justement pour faire accepter cette réalité du jeu et pour bien mettre le jeu un peu en dehors de l'historique. T'as des jeux qui vont complètement rentrer dans la trame historique, comme Rébellion par exemple, où là tu suis les canons parce que le jeu l'impose, parce que tu es vraiment dans l'histoire elle-même, et tu as d'autres jeux où tu vas pouvoir en sortir parce que le jeu est beaucoup plus permissif et ou parce que tu l'as pensé différemment. Donc oui, il y a beaucoup de choses, à faire rentrer dans cette timeline, dans cette trame, et de temps en temps, tu peux aller sur d'autres chemins et qui sont tout aussi intéressants, mais qui sont effectivement un peu moins représentés parce que ça demande un petit peu plus de vigilance. Ça devient un petit peu plus technique de, de faire ça parce que souvent, comme les films ont amené à chaque fois de nouvelles choses. Chaque nouveau film a amené un petit peu plus dans l'univers Star Wars. Et là, le fait de faire se superposer entre guillemets les époques fait que tu dois être extrêmement vigilant au fait que ta mécanique de jeu, par exemple, ne soit pas contrebalancée par ça, et en même temps que ton univers ne pâtisse pas de cette réalité du jeu qui, effectivement, est complètement contre narrative, entre guillemets. Alors, puisqu'on a commencé à parler des jeux avec Destiny, je comptais en parler puisque c'est quand même Oui, une des dernières nouveautés de l'année 2017 c'est ça. et avec un nouveau concept. On n'est pas dans le jeu de figurines ni le jeu de plateau, mais on allie jeu de cartes et jeu de dés. Avant Ouais. d'évoquer tous ces jeux, en préparant cette interview, je vous disais que ce qui y a de bien avec l'univers Star Wars et ce que Asmodée propose, c'est qu'elle propose plein de jeux dans l'univers Star Wars et Ouais. que suivant les jeux, on peut se jouer soit entre amis et en étant professionnel, ce qui est le cas, enfin professionnel expert comme on dit, Oui, c'est le expert. cas de Légion par exemple, mais on peut très bien jouer en famille si on veut par exemple jouer au timeline Star Wars qui Bien sûr. demande juste d'avoir vu les films et d'être capable de remettre dans l'ordre des histoires. Mais Exactement. Asmodée arrive à fédérer la famille et les amis, enfin un grand groupe, et s'adresse à vraiment tout le monde avec ses différents jeux. Ouais. Oui, encore une fois, comme on le disait, comme Star Wars est devenu une espèce de passerelle entre, je vais pas dire les plus vieux d'entre nous, hein, n'exagérons pas non plus, 77 c'est pas si loin, mais entre les générations, du coup, chez nous, les jeux qui sont des jeux passerelles, comme Double, comme Timeline, sont devenus en tout cas des espèces d'évidence, euh, parce que là on allie à la fois ce qui pour nous relie, donc le jeu de société, hein, c'est quand même pour nous de la matière de notre passion d'un côté, mais aussi de ce plaisir qu'on peut partager tous avec notre famille, avec nos amis, donc autour d'un bon jeu. Et là, c'est faire rentrer le contenu, un contenu très très fort,
dans ce moment de partage, dans ce moment vraiment privilégié qui est la partie de jeu de société, et donc l'amener encore vers cet univers que de fait on a déjà tous ensemble. Donc ouais, Double Star Wars et Timeline Star Wars. Alors dans le cas de Timeline Star Wars, c'est encore c'est encore plus précis entre guillemets parce que effectivement le jeu demande que tu reconstitues des lignes en fonction du moment où dans le film tel et tel événement arrive. Donc là autant te dire, parce qu'il y a trois boîtes, quand tu joues avec les trois boîtes, il faut bien connaître tes trilogies. Parce que de temps en temps, il y a des petits pièges, c'est assez technique. Et là pour le coup, nous en festival, on le voit beaucoup. On voit beaucoup les jeunes enfants être assez précis, là où les parents sont un petit peu moins, un petit peu plus flous par rapport au moment où la cryogénisation de Han Solo arrive et le vol des plans de l'étoile noire, par exemple. Il faut être précis. Dans le cas de Double est moins... Et tu as moins besoin de connaître l'univers de Star Wars sur le bout des doigts, puisque c'est un jeu de rapidité et de réflexe. Donc il faut vraiment, là par contre, ce qui fait plaisir, c'est de retrouver les divers éléments qui te plaisent, le casque de Trooper, Vador et son sabre. Voilà, là c'est beaucoup, tu le prends beaucoup plus facilement quelque part. C'est quelque chose de très premier degré, quoi. Tu rentres tout de suite dans le jeu. Mais moi, en tout cas, je sais que ces jeux-là ont été assez, pareil, assez techniques à faire. Dans le cas de Double, parce que tu as une mécanique de Double, tu sais, chaque carte est différente et tu n'as qu'un seul symbole identique d'une carte à l'autre. Donc ça demande évidemment un certain nombre de symboles différents. Ça demande aussi à ce que donc tu suives cette équation comme ça mathématique de distribution des symboles sur tes cartes. Et ben dans le cas de Double Star Wars, c'est malgré le fait que ce soit un univers très très riche, mine de rien, c'est assez complexe d'aller chercher des icônes, des éléments visuels qui soient assez forts pour que d'emblée les gens se disent mais bien sûr c'est du Star Wars. Donc là c'est plus un travail éditorial sur tu vas aller chercher ces éléments comme ça graphiques très très forts pour rester dans cet univers. Dans le cas de Timeline, c'est évidemment un très gros travail de compilation des films, de découpage vraiment de la trame et d'arriver à tout remettre dans une trame globale, pardon. Et puis ensuite découper évidemment, découper tout ça sur, alors je ne sais plus, mais il y a énormément d'images différentes qui donc sont autant de cartes, à jouer, et donc à tout remettre dans cette trame-là, comment dire, Dans le bon ordre chronologique. Oui, voilà, merci. Cette trame chronologique. Très compliqué chronologique. Un mot en 4 syllabes. Et puis la nouveauté, ce dont on ne pouvait pas ne pas parler, c'est la sortie de Légion. Et là, du coup, on s'adresse à un autre public puisque on touche le jeu de figurines à peindre. Et c'est pas un jeu de plateau, c'est vraiment un jeu de figurines, c'est-à-dire que il faut juste une surface plane, quelques éléments de décor pour jouer du coup la protection pour que les personnages puissent se cacher et évoluer. Mais là, on rentre dans un univers visuel très fort parce que dès la boîte de base, on retrouve les rebelles contre l'Empire, Dark Vador, les motos, enfin, il y a vraiment un univers fort et ça va être encore plus immersif de pouvoir jouer à la Légion. Ah oui, alors fort et à portée de main du coup, parce que effectivement quand tu ouvres la boîte, donc tu as une quinzaine de troupes rebelles et une quinzaine de troupes de l'Empire. Et effectivement, tu as Dark Vador contre Luke Skywalker, chacun avec ses troupes autour, donc qui vont être des soldats, des véhicules légers, donc qui seront les speedbikers de l'Empire et
les transports légers bipèdes des rebelles. Donc là, oui, là, en fait, tu fais rentrer l'univers, enfin, tu rentres dans l'univers parce que là, tu les as vraiment à portée de main. C'est-à-dire que le travail qui a été fait sur Légion, qui a été fait sur les figurines, c'était un travail d'immersion. Ça a l'air de rien, mais la taille d'une figurine est extrêmement importante. Là, le canon à peu près dans le monde du jeu de figurines, c'est à peu près 32 mm, c'est la taille que fait ta figurine jusqu'aux yeux, grosso modo. Le travail qui a été fait sur Légion, c'était de monter à 35-36 mm. Donc, c'est pas juste pour avoir des figurines plus grandes. En fait, le fait d'avoir agrandi ces figurines permet déjà d'avoir un détail qui est un petit peu plus fin sur les sculptures de figurines elles-mêmes. Ça permet aussi d'avoir... en fait, c'est comme les jetons de poker. Tu sais, les jetons de poker, quand tu as des jetons de 11 grammes, bon, ça pèse son poids. Quand tu as des jetons de 14 grammes, tu appréhendes différemment parce que il y a quelque chose de... tu manipules quelque chose de solide. Là, c'est la même chose. Tu es dans des figurines un petit peu plus grandes, un petit peu plus à taille, entre guillemets, avec des véhicules en plus, ce qui ajoute sur l'imaginaire, parce que jusque-là, il y avait très très peu de véhicules qui étaient faits sur les jeux de plateau Star Wars. Là, le fait de mettre des véhicules très classiques, mais qui sont complètement partie intégrante de l'univers, et du coup d'avoir la bonne dimension, un nombre de détails qui est extrêmement élevé. Par exemple sur le Airspeeder, donc qui est le véhicule léger utilisé par les rebelles, un véhicule tout blanc, le T-47, donc je vous laisse chercher T-47. Ce véhicule-là a énormément de petites pièces qui sont presque au niveau de la maquette. On n'est pas tout à fait à la maquette, hein, mais on s'en rapproche. Et tu vois, cette précision-là fait que tu rentres d'autant plus dans ce monde-là. Et c'est quelque chose qui est évidemment demandé par les joueurs experts, parce que le fait d'avoir ces figurines-là fait que ton plaisir de jeu est décuplé. Parce que souvent les joueurs experts, surtout sur le jeu de figurines, sont en plus peintres. Et que, alors, évidemment, tu changes complètement d'axe. C'est-à-dire qu'arriver sur une table de Légion où tu vois deux armées se faire face, que les armées sont peintes, que tu as un tapis de jeu par exemple ou une surface de jeu adéquate, alors c'est souvent des tapis vinyles, et des éléments de terrain, parce que là c'est quelque chose qui a été pas mal travaillé dans Légion, c'était d'ajouter des barricades, des caisses, des petits ponts, justement pour augmenter encore le plaisir de jeu et d'immersion. Là, une fois que ta table elle est placée, tu es dans l'univers. Tu revois des scènes du film. Tu es complètement dedans. Et puis le jeu permet justement de refaire ce film. Après tout, il n'y a rien qui nous permet pas de changer l'histoire du film de Lucas en affrontant, parce que c'est le but. Après, avec Légion dans une boîte de base, vous pouvez vous faire affronter donc ces deux équipes, mais on va pas s'arrêter là. C'est-à-dire qu'il y a déjà des extensions il y a déjà des boîtes en supplément pour rajouter des armées. Il y a un système d'armées à créer à partir de points. Enfin, c'est très complet. Et en plus, c'est pas non plus que de l'expert. C'est-à-dire que on s'aperçoit que les règles ont été travaillées pour que ça reste quand même abordable au niveau de la jouabilité. Exactement. Il y a une vraie volonté de la part de Fantasy Flight Games en ce sens, de rendre leur jeu accessible au plus tôt, parce que, encore une fois, c'est un univers qui appartient un peu à toutes les générations. Donc il faut le rendre accessible à tous ceux qui aiment Star Wars. Du coup, ça demande effectivement des systèmes de jeu en deux temps, c'est un système de jeu novice, entre guillemets, et un système de jeu expert. Là, c'est le cas, c'est-à-dire que tu as vraiment un ensemble de règles qui sont la découverte du jeu
pour prendre facilement en main le jeu, et puis un système de règles expert qui va te permettre en fait d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus dans le jeu de figurines et dans le jeu d'escarmouche, donc des systèmes de couverture, des systèmes de ligne de vue, qui sont autant de paramètres que les joueurs experts connaissent et qu'en fait on offre en tant que progression, vraiment, à un joueur novice pour se faire, tu vois, petit à petit, pour se faire son expérience et développer en plus son sens du jeu et éventuellement se donner les moyens d'aller de plus en plus loin dans le jeu s'il le souhaite. Après, l'expérience au premier niveau, c'est-à-dire que vraiment l'expérience de découverte en tant que telle est déjà extrêmement plaisante parce que tu vis déjà les conflits, tu joues ton armée, donc tu peux déjà faire gagner Vador si c'est ton préféré ou Skywalker si c'est celui que tu contrôles. Mais voilà, tu as ce système comme ça en 2-3 temps qui va te permettre d'évoluer petit à petit et puis de devenir un joueur un petit peu plus capé et éventuellement, parce que c'est pas éventuellement à partir de là de t'essayer à d'autres jeux du même type, dans le même sens que quand tu arrives sur la gamme Star Wars, tu peux très bien commencer par un double, un timeline, qui sont des jeux très faciles à prendre en main, augmenter de niveau, entre guillemets, aller sur un Star Wars Destiny, où tu peux facilement le prendre en main, il faut il faut avoir joué 2-3 fois, puis tu vois très vite comment prendre le jeu, parce que même dans Star Wars Destiny, tu vas avoir des joueurs novices et des joueurs experts en fonction de la manière dont on construit son jeu, et puis augmenter comme ça au fur et à mesure, aller sur par exemple des Star Wars Rebellion, qui sont des jeux beaucoup plus costauds, des jeux à 2 joueurs que tu joues en 2-3 heures, mais qui sont des espèces de pépites ludiques. Tu rentres complètement dans l'histoire de Star Wars et après effectivement le jeu de figurines pure Légion qui lui te donne comme ça cette échelle de progression, quoi. Alors, puisqu'on parle de pépites ludiques, on peut peut-être évoquer quelques autres jeux qui changent justement de tout ce dont on a parlé. Alors, on peut dire un Destiny, c'est plutôt des cartes et des dés, mais Oui, il va falloir fabriquer ce qu'on appelle un deck oui, pour jouer à l'un contre un. Et puis, si on veut se refaire des batailles de vaisseaux, eh ben, il y a X-Wing qui est quand même oui. une pépite qui a été plébiscitée et qui est joué partout et en plus c'est pareil que Légion, on est vite dans l'univers puisqu'on joue avec des petits vaisseaux et il y en a certains qui les repeignent ou qui les peignent. Tout à fait. Alors, en fait, X-Wing a cet avantage, entre guillemets, par rapport à Légion, c'est que X-Wing, les figurines sont déjà peintes. Alors, ça s'explique par le fait que des vaisseaux, c'est beaucoup plus facile à peindre, et que, en fait, donc, en termes de fabrication, c'est beaucoup plus facile de prévoir des véhicules qui sont pré-peints plutôt que des personnages. Les personnages, c'est très très dur à peindre, en tout cas à une échelle industrielle. Et comme c'est assez dur, c'est compliqué de proposer du pré-peint. Donc là, sur X-Wing, tu es sur des véhicules pré-peints. Alors évidemment, il y a encore une fois là 2 échelles, on va dire, entre le joueur qui utilise sa figurine telle qu'elle et le joueur qui va complètement retravailler le look de sa figurine. Donc ça, l'année dernière, et là il y en aura encore cette année, il y avait les championnats de France Star Wars. Et donc on s'est fait un plaisir de passer dans toutes les tables et de pouvoir photographier comme ça tous les plus beaux vaisseaux qui avaient été repeints par les divers joueurs et peintres. Donc il y en a beaucoup qui leur donnent des looks d'avions des années 40. C'est très riche là encore. Alors bon, tu échappes à l'univers, hein, là c'est clair qu'on n'est plus dans les canons de l'univers Star Wars, mais c'est aussi une manière pour le joueur euh, de s'approprier cet univers et de rentrer dedans en fait, de vraiment devenir euh, bah, un carrossier entre guillemets de l'univers Star Wars, quoi. Donc oui, X-Wing, ouais, pépite ludique bien sûr, c'est un jeu extraordinaire. X-Wing, c'est donc un jeu de vaisseau que tu déplaces avec des petites réglettes qui sont déjà toutes préparées. En fait, tu as des réglettes droites, des réglettes avec des petits angles et des grands angles. Et en fait, toi, tu vas essayer
de détruire ton adversaire. Alors soit tu joues avec l'Empire, soit tu joues avec les rebelles, soit éventuellement tu peux jouer avec les chasseurs de primes, enfin avec les racailles de l'univers, les Boba Fett et autres. Et donc le but c'est vraiment un affrontement à un contre un, d'arriver à contrecarrer l'autre. Donc c'est beaucoup un jeu. Alors, il y a un petit peu une partie bluff parce qu'il faut arriver à se déplacer comme il faut, une partie qui est plus militaire, on va dire, une partie plus stratégique où va vraiment falloir une fois que tu as bien manœuvré, falloir attaquer le bon vaisseau au bon moment pour affaiblir ton adversaire et te donner un avantage sur la partie. Et puis après, il y a beaucoup d'angles, tu vois, par lesquels tu accèdes au jeu, parce que le vaisseau c'est une richesse, mais c'est quelque chose qu'on a tous un peu dans notre imaginaire. Les vaisseaux Star Wars, ils sont partie intégrante de l'univers. Le Faucon Millenium, c'est quelque chose qui est, je pense que voilà, tout le monde à peu près a en tête ce qu'est le Faucon Millenium, ou le Slave One de Boba Fett, qui sont voilà, des vaisseaux emblématiques complètement. Mythique même. Ah ouais, oui, mythique, ouais, complètement, c'est le terme, c'est légendaire, quoi. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de nous, parce que on y est. Oui, on y est, quoi. On a grandi avec, entre guillemets, et c'est devenu une partie de nos univers imaginaires à nous. Alors, pour la petite anecdote, je ne te dirai pas qui, mais quelqu'un au sein d'Asmodée, un jour, m'a demandé ce qu'était le Faucon Millenium. Donc, comme quoi ça arrive. Oui, ça arrive. Il y a encore des gens qui ne savent pas. Donc, je suis allé voir la personne pour lui décrire le vaisseau. Donc, je l'avais avec moi, le vaisseau. J'ai commencé par lui décrire en lui disant, mais tu es sûr que tu ne connais pas? Et la personne m'a dit, ah mais oui, c'est le vaisseau qui ressemble à une prise. Donc voilà, il y a encore ça existe encore. Belle image. Oui, belle image. Alors c'est perturbant, parce que du coup maintenant je ne regarde plus mes prises pareil. Mais oui, il y a évidemment, hein, comme dans tout, c'est de la pop culture, il y a des gens qui sont moins, sans être réfractaires, hein, mais en tout cas qui sont moins rentrés dedans. Et Star Wars comme d'autres, hein, comme le Seigneur des Anneaux, comme plein d'autres propriétés comme ça qui sont des propriétés de l'imaginaire et voilà qui sont pas encore, on va dire, enfin si c'est mainstream, mais qui n'ont pas encore atteint tout le monde. Alors c'est pas très grave, hein. Il y a des gens qui n'aiment pas Harry Potter et qui s'en sortent très bien. Mais oui, il y a des gens chez qui le Faucon Millenium n'est pas une évidence. Donc là, typiquement sur X-Wing, tu as deux Faucons Millenium différents. Tu as le Faucon Millenium de Han Solo et de Chewbacca, et tu as le Faucon Millenium de Rey et de Finn. Parce que il y a eu des modifications. Et qu'en fait, quand Rey et Finn obtiennent le Faucon Millenium, ils font des petits travaux dessus. Et il y a des panneaux radars qui ne sont pas les mêmes, donc c'est assez amusant aussi. Oui, parce que moi je suis tombé dedans, hein, dans X-Wing, donc j'ai tout, au grand détriment de madame, parce qu'il y a des vaisseaux partout à la maison. Et c'est assez amusant en fait de pointer les différences qu'il y a entre les deux vaisseaux et de voir vraiment le souci de détail qui a été apporté, de réalisation et vraiment de fabrication de l'objet sur la première trilogie et sur la troisième trilogie. Et si on veut évoquer un autre jeu qui, pour moi, mérite qu'on le détaille un peu plus, c'est Assaut sur l'Empire, parce que ça lie d'autres façons de jouer. On peut prendre un peu de Légion parce qu'il y a des figurines. On prend un jeu de plateau parce que on évolue sur des plateaux avec des cases. Et puis on a un peu de jeu de rôle où ça va être du coopératif, plusieurs joueurs contre un, les rebelles contre l'Empire, et on va vivre une histoire et des scénarios. Et ça aussi, c'est un jeu qui est, comme les autres, très immersif. Oui, c'est un jeu qui est extrêmement riche. En fait, à la base, ce jeu nous vient un petit peu du dungeon crawler. Donc le dungeon crawler, c'est le passage en fait vraiment du jeu de rôle, du donjon dragon, vers le jeu de société. Et comment
ces scénarios et ces aventures de Donjons Dragons sont devenus des jeux de société. Donc l'histoire, c'était tu descends dans des catacombes, tu les traverses, tu tues des monstres, tu trouves des trésors et tu parviens au bout de la quête. Donc ça, c'est un peu la paternité d'Imperial Assault. Et Imperial Assault, c'était un peu comme Légion, mais de manière un petit peu plus scénarisée, la possibilité de donner aux joueurs le moyen de rentrer dans l'univers, mais surtout de vivre les aventures de cet univers. Donc il y a effectivement un joueur qui va jouer l'Empire, les autres joueurs vont jouer donc des aventuriers qui sont des rebelles ou des chasseurs de primes, en tout cas qui sont des personnages connus de l'univers étendu, parce que tu ne joues pas forcément des héros, tu joues aussi des personnages qui ont été un petit peu moins forts, mais que tu as pu croiser voilà, dans les livres, que tu as pu croiser dans certains dessins animés rebelles, que tu as pu croiser dans les films. Et là, donc, l'idée, c'est d'avoir un scénario qui t'est proposé. Dans ce scénario, donc, tu vas avoir tout un tas d'actions qui vont être que tu vas pouvoir faire, qui vont te permettre, donc, en bout de course, de l'emporter sur l'Empire, qui est le grand méchant, et de passer au scénario suivant. Donc ça, effectivement, c'est typiquement une mécanique, entre guillemets, du jeu de rôle qui propose de jouer ce qu'on appelle en campagne. Donc la campagne, c'est une suite de scénarios. Tu fais un premier scénario, les héros qui s'en sont sortis victorieux vont passer au deuxième scénario, et ainsi de suite, dans un enchaînement de scénarios qui construisent une trame globale. Donc là, c'est aussi cette idée-là, c'est-à-dire de te proposer un jeu de campagne où tes aventuriers vont gagner en expérience au fur et à mesure, vont devenir un petit peu plus forts et vont vivre une grande aventure, ponctuée donc de plein de petits scénarios, mais tu leur permets en fait de vivre vraiment une trilogie, quoi, au sens ludique vraiment, mais tu la joues sur ta table. Et donc là, ce qui avait été fait sur Imperial Assault, c'était une boîte de base dans laquelle tu avais donc évidemment des tuiles qui sont des couloirs, des pièces, des situations extérieures, enfin tu as des jardins, des rochers, des trucs comme ça. Et chaque petite extension qui t'était proposée te donnait un personnage et le scénario qui va avec. Et ça, c'est un module. Alors nous, on a tous trouvé ça génial parce que quand tu reçois ce personnage, ça t'ouvre un scénario. Donc mine de rien, tu es donc dans cette trame que tu vis, qui fait que voilà, tes personnages sont en train vraiment de vivre une grande aventure. Et en plus, tu vas avoir cette possibilité de raccrocher des personnages historiques. Donc Han Solo, Leia, Vador, d'autres, par le biais de petits scénarios où tu vas les croiser, tu vas pouvoir les aider, les sauver, les libérer éventuellement s'ils sont emprisonnés. Donc il y a vraiment quelque chose où là c'est le jeu qui t'emmène et qui vraiment te met dans l'univers. Et donc ce jeu Imperial Assault, je te disais tout à l'heure, il a un peu la paternité sur Légion, au sens où la plupart des jeux FFG sont joués de deux manières différentes. C'est-à-dire qu'il y a le jeu, tel qu'on peut tous y jouer à la maison, entre amis, et après tu as ce qu'on appelle le jeu organisé, qui est le jeu compétitif. Donc là il y a des championnats qui sont faits, il y a des équipes qui jouent ces jeux-là. Et dans le cas d'Assaut sur l'Empire, c'est ce qu'on appelle l'escarmouche. Donc tu vas monter un petit groupe d'aventuriers, et ce petit groupe d'aventuriers, tu vas le confronter à un autre joueur qui lui aussi aura fabriqué son groupe d'aventuriers. Donc en prenant des personnages différents et voilà, en disant voilà, mon équipe c'est Boba Fett, c'est des droïdes et 2 ou 3 Stormtroopers. Une fois que tu as fait ton équipe, c'est un peu à celui qui arrive à l'emporter sur l'autre, qui gagne donc. Et ce jeu-là, qui est vraiment typiquement un exemple typique du jeu organisé
sur Imperial Assault, enfin sur Assaut sur l'Empire, pardon, parlons français. Ça a été un petit peu le cœur de développement pour Légion, parce que l'idée c'était vraiment d'aller encore au-delà et de proposer non plus des bagarres, vraiment des petites batailles de groupe, mais d'aller vraiment sur de la bataille d'armée et de proposer de vivre un moment épique, vraiment une espèce de grande bataille dans laquelle tu commandes 50, 60 personnages différents, et puis comment est-ce que tout ça va se solder, ça, seule la partie le dira. Donc il y avait vraiment cette progression, même au sein des équipes, tu vois, dans le développement d'un jeu à l'autre. Mais oui, alors ça je suis complètement d'accord avec toi. Assaut sur l'Empire, une pépite ludique complète et très très fort pour sa richesse narrative. Et puis moi la force que j'ai trouvée à ce jeu, c'est que bien sûr on peut prendre la boîte de jeu et suivre les scénarios qui nous sont proposés, parce que c'est un peu le but, mais si jamais vous avez un joueur qui a déjà touché au jeu de rôle, vous avez tout le matériel pour créer vous-même vos propres histoires. Après tout, rien n'empêche d'écrire son propre scénario, de prendre les différents personnages et de proposer des histoires inédites à ses amis. Bien sûr, c'est d'autant plus facilité par le matériel, c'est-à-dire que on en parlait tout à l'heure, le fait d'avoir passé des figurines à 36 mm, c'est important parce que ça te permet de rentrer un petit peu plus dans le jeu. Là, dans le cas d'Assaut sur l'Empire, en fait, le jeu est fabriqué en tuiles, et donc c'est des tuiles que tu agences les unes avec les autres et qui font un terrain, qui font une base, qui font vraiment l'endroit où va se passer la partie. Et évidemment, ces tuiles permettent une grande liberté de création, donc tu peux faire tes propres terrains et de fait proposer du coup tes propres scénarios, puisque tu as tout le matériel à portée de main. Donc il y a effectivement un côté boîte à outils qui est bac à sable, comme on dit souvent dans le milieu, bac à sable très fort, en ce sens que effectivement on peut construire ses propres scénarios, mais du coup on peut construire sa propre campagne en agençant les scénarios les uns après les autres. Alors évidemment, celui ou ceux qui vont s'y atteler auront un petit peu plus de travail, parce que construire le scénario, ça va demander un petit peu de travail en amont. Mais comme n'importe... Oui, comme n'importe quel meneur de jeu sur du jeu de rôle. Oui, mais c'est un travail très riche et extrêmement satisfaisant. Enfin, la création de l'histoire et en plus faire vivre à vos amis des aventures que vous avez créées, c'est une expérience qui est extrêmement enrichissante. On pouvait bien sûr parler d'Armada, on pouvait aussi parler du jeu de cartes Star Wars, on aurait pu parler aussi du jeu de rôle Star Wars, puisque quitte à être immersif, on peut carrément faire du jeu de rôle Star Wars et incarner ces héros ou des avatars de ces héros préférés. Tout ça est proposé aussi par Asmodée. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Le panel est extrêmement large de jeux proposés. Ça va vraiment effectivement du jeu simple, facile d'accès, à des jeux beaucoup plus pointus et experts. Mais alors, le jeu de rôle, parce que nous on est beaucoup au sein d'Asmodée, beaucoup d'anciens rôlistes, pratiquants, et ça, je recommande à tout le monde d'essayer au moins une fois le jeu de rôle, et pour ça Star Wars c'est facile parce qu'on a un univers qui est préhensible, puisqu'on le connaît facilement, et de effectivement pouvoir jouer comme ça un scénario dans un univers qu'on connaît bien, qui nous est familier, et sur lequel on peut broder plein d'histoires, vraiment une quantité d'histoires phénoménales. Donc essayez, c'est super. Vous l'aurez compris, si vous aimez l'univers Star Wars, si vous voulez, pourquoi pas même le découvrir avec vos enfants, parce que vous êtes intrigués, ou vos petits-enfants, après tout, 77, on peut imaginer que vous avez peut-être des tout petits-enfants. Il y a plein de jeux chez Asmodée. Il suffit d'aller sur le site asmodée.com, de taper Star Wars, et vous allez voir tous ces jeux vont vous être proposés. À vous d'aller piocher un peu dans ce que vous voulez.
C'est ça, c'est ça. Alors, vous pouvez aller sur le site Asmodée, vous pouvez aller sur le site de FFG France, Fantasy Flight Games France. Là, vous verrez effectivement tout le panel de jeux Star Wars. Et après, il n'y a plus qu'à piocher en fonction de votre niveau de jeu. Il y a d'autres possibilités. Hein. Nous, sur tous les événements qu'on fait en France, on a toujours une section de jeux Star Wars. Donc, une autre possibilité, c'est de nous retrouver sur des festivals, des conventions, et de venir essayer, parce que du coup, il y a des animateurs qui pourront vous mettre le pied à l'étrier, et vous faire essayer les jeux, et puis vous permettre à ce moment-là de ne pas vous tromper, entre guillemets. Vous savez du coup dans quelle direction vous allez, parce que vous avez essayé le jeu, et vous savez très bien si ça vous plaît, si vous êtes prêt à en faire votre jeu de chevet, ou alors si il faut en essayer un autre jusqu'à ce que vous trouviez vos jeux préférés, quoi. José, merci beaucoup. Je rappelle que vous travaillez chez Asmodée, vous êtes en lien avec FFG, Fantasy Flight Game, et qu'avec vous, on évoquait cette large, on va dire, proposition que nous fait Asmodée FFG sur Star Wars. Je vous rappelle que la nouveauté, hein, c'est bien sûr Star Wars Légion, que vous pouvez trouver à partir du 23 mars dans tous vos magasins. Il va être largement distribué, et puis il y a une boîte de base dès le début et déjà des extensions, ce qui va permettre vraiment de pouvoir tester ce jeu de toutes les façons possibles. C'est ça, vous pouvez construire dès la base, parce qu'il y a 6 extensions différentes, avec des véhicules, avec des troupes supplémentaires. Donc vous pourrez dès le début construire l'armée que vous voulez, et puis au fur et à mesure, il va y avoir très régulièrement de nombreuses extensions qui vont arriver. Et alors là, j'ai pas encore le droit de vous dire ce qui va arriver et quelle taille feront les prochains véhicules, mais il y a du lourd, comme on dit. Il y a une vidéo qui traîne où on a quelques petits indices déjà. Hein. Oui. Il suffit d'être curieux et de taper José, Star Wars, Légion, oui, et on trouve possible. des trucs. Hein. C'est possible. On a déjà montré un peu, et effectivement on discute un tout petit peu. Un tout petit peu. Mais ça donne goût quand même. Ah oui. Nous on est très excités. On attend avec impatience de la voir. Hein. Merci beaucoup José. À très bientôt. À très bientôt. Merci.